Le 10 janvier 1943, sur les ondes de Radio Paris, un chroniqueur allemand expliqua « L'Europe se trouve prise dans l'engrenage d'une révolution que chaque nation doit d'abord faire sur son propre plan national pour que l'Europe nouvelle en naisse. Cette révolution, je la vois sur 4 plans. Sur le plan économique, où il faut affranchir les nations et leurs industries du servage où les maintient la haute finance internationale. Sur le plan social, où il faut mettre toutes les forces des pays au service des communautés nationales constituées sans s'arrêter aux privilèges de classe ou aux intérêts individuels. Sur le plan politique, où il faut substituer au régime parlementaire un pouvoir dictatorial puisant toute sa force dans la volonté d'un chef et dans l'assentiment des masses. Et sur le plan moral, où il faut rééduquer complètement l'individu, lui inculquer le principe que le bien de la communauté passe avant ses intérêts personnels. Il faut lui faire rendre tout le potentiel d'énergie dont il est capable, lui rendre le goût du travail et en faire, dans tous les domaines, un combattant avancé de sa nation respective. Avec ces propos, le chroniqueur exposait l'essence du national-socialisme. Le cœur du national-socialisme, c'est la primauté du bien commun sur les intérêts particuliers, sachant qu'une fois le bien commun réalisé, en retour, les biens particuliers sont satisfaits. Voilà pourquoi le national-socialisme instaure un syndicat unique qui regroupe patrons, ingénieurs et ouvriers. Sa première mission est de créer une communauté dans le monde du travail. En Allemagne, ce syndicat unique s'appelait le Front du Travail. Lors de sa création, son chef le définit ainsi. Le Front du Travail est l'organisation de tous ceux qui sont placés dans la vie du travail, sans distinction de situation économique ou sociale. L'ouvrier s'y trouvera côte à côte avec le patron, sans l'intermédiaire des groupes et organisations constitués pour assurer la sauvegarde des intérêts économiques ou sociaux particuliers. Dans le Front du Travail, c'est la valeur de la personnalité, qu'il s'agisse d'un ouvrier ou d'un employeur, qui doit compter. La confiance ne peut s'établir que d'homme à homme et non d'une organisation à une autre. Les 2 dernières phrases sont capitales, car elles démontrent que la primauté du bien commun n'efface pas les individualités. Hitler lui-même le confirma lorsque, dans un discours prononcé le 7 juillet 1933, il expliqua « L'état de choses actuel devra être amélioré. Les hommes qui l'incarnent doivent être éduqués dans un sens conforme à la conception de l'État national-socialiste. C'est pourquoi on ne devra pas destituer un directeur d'entreprise s'il est un bon économiste, uniquement parce qu'il ne serait pas encore national-socialiste, et moins encore si le national-socialiste que l'on veut mettre à sa place n'entend rien aux choses de l'économie. En matière économique, c'est la capacité qui seule importe. La tâche du national-socialisme est d'assurer le développement de notre peuple. Quand l'histoire nous jugera, elle ne nous jugera pas d'après le nombre de chefs d'entreprise que nous aurons destitués ou incarcérés, mais elle se demandera si nous avons su procurer du travail à ceux qui n'en ont pas. Nous avons aujourd'hui le pouvoir absolu et la possibilité de nous imposer partout. Mais nous devons pouvoir remplacer les individus que nous écartons par des gens plus capables. Le chef d'entreprise doit être jugé avant tout d'après sa compétence en matière économique et nous devons naturellement sauvegarder tout l'appareil économique du pays. L'économie est un organisme vivant que l'on ne peut transformer d'un seul coup. Elle repose sur des lois primitives ancrées dans la nature humaine. On retrouvait ici, dans le domaine économique, le respect de l'ordre naturel. En matière d'économie, la mesure principale prévoyait une monnaie basée non pas sur l'or, mais sur le travail.
Telle devrait être la monnaie de l'Europe après la victoire allemande. En septembre 1940, un analyste expliqua ce concept de monnaie basée sur le travail à l'aide d'un cas concret. Supposons par exemple qu'un industriel vienne de sortir une locomotive. Il n'aura aucun moyen d'en régler les frais de matières premières, de main-d'œuvre, de transport, ni les frais généraux, ni à plus forte raison d'en percevoir le bénéfice, à moins qu'elle ne soit vendue. Un travail qui n'aboutit pas à une transaction réelle n'a pas à être sanctionné par de l'argent. Le travail, en ce cas, n'est qu'une agitation socialement inutile. Ce n'est pas du travail, ce n'est rien. D'où l'obligation de ne produire qu'à bon escient en vue d'une opération vraiment commerciale et non au hasard de l'inspiration. Mais s'il a vendu sa locomotive, le fabricant n'aura qu'à présenter à la banque la traite tirée sur son client pour la somme représentant le prix de la vente. La banque paiera alors cette somme au présentateur, de préférence par chèque pour éviter l'inflation monétaire. Nanti ainsi de l'argent nécessaire, le fabricant pourra donner leur part à tous les ouvriers et employés qui ont collaboré à la production de la locomotive, soit comme fournisseurs de la matière première, soit comme inventeurs du modèle réalisé, soit comme constructeurs de la tuyauterie, ainsi de suite. Les salaires perçus par chacun des ayants droit seront alors utilisés pour les besoins de leur vie même, sauf ce qui pourra rester entre les mains à titre d'économies ou de bénéfices. Et ces surplus non vitaux finiront par constituer les capitaux, frais nés uniquement du travail, susceptibles à leur tour de permettre la mise en œuvre de nouvelles énergies, de fournir au travail humain d'autres et saines occupations de s'employer. L'avantage de ce système est qu'il rend impossible toute inflation, c'est-à-dire toute multiplication abusive des signes monétaires. Il a abouti en fait, non sans privation du reste de toutes sortes, surtout pendant les premières années, à faire pour la première fois peut-être dans l'histoire économique du monde, une monnaie solide d'une monnaie qui n'avait pas de lien légal avec l'or. Mais ce système ne peut évidemment fonctionner avec succès que si le gouvernement du pays où il est établi est un gouvernement sûr de voir ses prescriptions strictement observées, un gouvernement autoritaire. De même, si le système d'une monnaie ainsi fondée sur le travail était appliqué par toutes les nations d'Europe, le bloc économique européen ne pourrait se passer d'un conseil central qui en contrôlerait ou dirigerait les échanges, aussi bien qu'il en dirigerait et contrôlerait les monnaies. Ayant bien compris l'intérêt de ce système basé sur l'argent-travail, le 31 juillet 1940, Marcel Déat écrivit « Il annonce quoi ? Que le travail est la seule et unique valeur. Non plus le travail serf, ignorant de ses buts et subissant ses moyens, le travail des hommes-machines, mais le travail où s'inscrit, dans une communauté fraternelle, l'effort volontaire et réfléchi. Il annonce un régime sévèrement égalitaire, où les parasites ne seront pas admis, où les combinards et les malins vivront difficilement, où certes l'épargne et le gain légitime seront garantis, mais où le profit spéculatif ou la rafle sur le travail d'autrui seront impitoyablement réprimés. Sachant que l'argent-travail interdit de produire pour produire, le national-socialisme prône l'économie dirigée par un organisme central. Dans une thèse publiée en 1938, un avocat français conclut « Différentes lois ont institué des organismes nouveaux qui, centralisés à Berlin, ont des subdivisions territoriales dans toute l'Allemagne, dont la délimitation est la propre affaire de ces organismes et est tracée selon les besoins pratiques de la population, sans correspondre le plus souvent aux frontières des pays. C'est ainsi que plusieurs groupements économiques tels que les associations nationales de producteurs, producteurs de lait, fabricants de sucre, meuneries, etc., ont été institués où se trouvent côte à côte dans un organisme national tous les Allemands de n'importe quelle région. Ces différents groupements sont d'ailleurs en étroite relation avec le ministère de l'économie du Reich. Leurs chefs sont désignés par ce dernier, de sorte que dans le cadre économique, les principes nationaux-socialistes doivent toujours être respectés. Le bienfait moral de ces organisations, en dehors de l'économique pure, est d'amener chaque Allemand à se considérer définitivement et durablement comme faisant partie d'une entité nationale, se substituant à la notion égoïste de pays. J'ajoute que cette organisation centrale permet de fixer des objectifs sociaux, donc de canaliser la production pour le bien de la communauté et de lui en donner les moyens.
En Allemagne, les plans de 4 ans assuraient la direction économique et sociale. Ils étaient décidés dans les cercles dirigeants de façon dictatoriale, c'est-à-dire sans consulter le peuple. En 1937, par exemple, des décrets furent promulgués afin de pallier le manque d'ouvriers qualifiés dans le secteur de la métallurgie. Les entreprises de cette branche furent contraintes d'engager un nombre voulu d'apprentis, faute de quoi elles devraient verser des compensations. Un texte prévoyait en outre le retour des ouvriers qualifiés dans leur branche, afin d'éviter le gaspillage des capacités professionnelles. Il n'était donc pas question d'assurer la liberté du marché du travail. Chacun devait être à sa place, dans son domaine de compétence. La liberté était certes limitée, mais une fois les mesures réalisées, la communauté devait être satisfaite. D'où le système du plébiscite demandant au pays s'il approuvait la politique menée. C'est ce que j'appelle la démocratie rétrospective. Les dirigeants décident d'abord, la communauté obéit ensuite, le peuple s'exprime enfin. Naturellement, pour que le peuple soit satisfait, il est nécessaire qu'une fois le bien commun réalisé, les richesses soient redistribuées avec équité. En 1936, lors de la conférence internationale du service social, René Sand expliqua « L'avènement du régime actuel a profondément transformé l'esprit du service social en Allemagne et divers aspects de son organisation. Libre de toute entrave comme de toute opposition ouverte, s'appuyant sur un front unique en ce qui concerne respectivement la jeunesse, le travail, les groupements professionnels, les organisations philanthropiques et intellectuelles, le pouvoir a unifié, simplifié et innové. Le but proclamé est la régénération du peuple et ceux qui la poursuivent sont eux-mêmes des hommes de conditions modestes. Les réformes élaborées par des experts ont fait place à l'aide directe aux petites gens dans les difficultés et les épreuves de leur vie quotidienne. Ce sont la collectivité et la famille qui sont protégées, non plus l'individu. La liberté personnelle est résolument subordonnée au bien général. Le travail manuel, mis à l'honneur, est imposé à la jeunesse. On limite le nombre des lycéens et des étudiants. On favorise le retour à la campagne. Le bien du paysan sera désormais transmis sans morcellement de génération en génération. Le rappel constant du devoir envers autrui multiplie les prestations bénévoles. On donne en exemple la vie frugale et laborieuse, l'acceptation du devoir et non plus la revendication du droit, l'appel à l'énergie personnelle et non plus le recours à l'assistance. Des fonds sont avancés aux jeunes ménages, aux artisans et aux habitants des villes qui s'installent à la campagne. On favorise les familles nombreuses, notamment par le jeu des impôts. Contre le chômage, on restreint l'emploi des femmes, on ordonne des travaux publics, on exempte d'impôts les employeurs qui augmentent leur personnel ouvrier ou domestique. Les syndicats ont été abolis. Toute personne engagée dans la production, patron, technicien, employé, ouvrier, fait partie du front du travail, subdivisé en corporations. Les grèves et les lock-outs sont interdits. Des hommes de confiance représentent le personnel. Des commissaires du travail jugent souverainement toute dissension au sujet des salaires, des heures de travail, de la discipline. Le régime des assurances a été simplifié et mieux coordonné. De même, dans l'organisation sanitaire, des comités de collaboration groupent les services d'hygiène, les assurances sociales, les œuvres. De l'assistance privée, on a laissé subsister que l'assistance nationale socialiste, l'assistance protestante, Inere Mission, l'assistance catholique, Caritas, et celle de la Croix-Rouge. L'assistance nationale socialiste, qui appuie son action sur 1 400 000 volontaires, a secouru 17 millions de personnes. Ces cadres sont calqués sur ceux de l'assistance publique et souvent le même chef dirige l'une et l'autre. Mais l'assistance nationale socialiste a créé en outre des comités de quartier et possède des correspondants dans chaque pâté de maison, ce qui permet une aide directe immédiate. À partir de l'âge de 10 ans, garçons et filles sont enrôlés dans le front de la jeunesse, qui a repris avec l'assistance nationale socialiste une grande partie de l'œuvre accomplie précédemment par les bureaux de protection de la jeunesse. Tous les jeunes gens sont astreints à 6 mois de travail manuel, généralement dans les camps. De nombreuses jeunes filles se soumettent au même régime. Groupées dans de petits foyers, elles aident les ménagères à la campagne.
Le certificat médical prénuptial est rendu obligatoire. L'examen médical annuel de toute la population a été décrété. Organisé par les caisses d'assurance, il a commencé par les membres du Front du Travail nés en 1910 ou en 1911. Le résultat de l'examen est inscrit sur un carnet de santé individuel. On a créé des chambres du Reich pour les écrivains, les journalistes, la radio, le théâtre, la musique, les arts plastiques. L'œuvre nationale La Force par la joie comporte 4 sections. Vacances et voyages, sport, éducation politique, confort dans le travail. Ces 75 000 chefs et moniteurs, non rétribués, dirigent 15 000 groupements. La 4e section s'occupe d'assainir et d'embellir les usines, de leur adjoindre des jardins, des salles de gymnastique, des terrains de jeu, des piscines, des cantines, des œuvres de loisirs. D'ailleurs, une éducation populaire constante est donnée dans les groupements, ainsi que par la presse, la radio, les fêtes et réunions. Le but essentiel poursuivi par le régime est la création d'un esprit d'unanimité, d'un sens de la collectivité, soumettant l'individu jusque dans sa pensée à la règle du bien général telle que l'interprètent les chefs. Pendant la guerre, les Français partis travailler en Allemagne purent constater les bienfaits des principes nationaux socialistes. Locaux d'habitation propres, salaire décent pour tous, assurance sociale, y compris pour la famille restée en France. Ces réalités, il les avait résumées en une phrase. Tu travailles pour la communauté veille sur toi. De tout cela, il ressort que le national-socialisme repose sur 4 piliers. 1. La primauté du bien commun. On demande aux citoyens de servir en priorité la communauté. 2. La justice sociale. C'est la façon dont la communauté remercie les citoyens qui la servent en assurant leur bonheur personnel. 3. Le racisme, destiné à préserver l'ordre naturel qui s'exprime au niveau mondial par la hiérarchie des races. 4. Le nationalisme, destiné à préserver la diversité des peuples qui, en Europe, composent la race blanche et qui s'épanouissent sur un territoire donné.